Interview Éco, on revient sur les dernières statistiques, les dernières paroles des banquiers centraux pour bien comprendre ce contexte économique, la conjoncture. Nous sommes avec Frédéric Rollin, il est conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Frédéric Rollin, bonjour. Bonjour. Un petit mot de rappel, Pictet, c'est tout de même un gestionnaire d'actifs indépendants responsable de 250 milliards d'euros d'investissement qui fait partie du groupe Pictet, fondé à Genève. Alors, j'aimerais entamer la discussion sur la Fed. Que va-t-elle faire? Parce qu'on avait bien vu qu'il y avait un petit peu de ralentissement, qu'il y a des mauvaises nouvelles venues de Chine et que les regards étaient pointés sur l'inflation. Alors, avec tout dans cet étau, que va faire la Fed? Alors, les nouvelles économiques ont plutôt été excellentes et vont vraiment dans le sens du discours de Jérôme Powell à Jackson Hole, c'est-à-dire dans le sens de la patience. Statistique extrêmement importante, celle de l'inflation. C'est le rôle de la Banque centrale américaine de maîtriser l'inflation. L'inflation était fortement montée, notamment à cause de certains biens qui sont de plus en plus rares aujourd'hui. Il y a par exemple un manque de semi-conducteurs, donc une difficulté à produire des voitures, et donc le prix des voitures d'occasion a fortement monté. Et donc ça a inquiété beaucoup de gens. L'inflation américaine maintenant s'établit quand même sur des niveaux au-dessus de 5%, alors même qu'on a une politique monétaire ultra accommodante. Et la publication de cette semaine montre que ces prix de billets d'avion, ces prix de voitures d'occasion, location de voitures aussi, ont baissé. Et donc on a la thèse de Jérôme Powell qui est validée, c'est temporaire, l'inflation est temporaire. On voit que ce qui est lié à des facteurs épidémiques de rareté est en train de baisser. Alors en revanche, on a une légère hausse de l'ensemble des autres biens qui montre quand même qu'il y a une porosité. Le consommateur américain s'habitue un petit peu à l'inflation, donc est prêt à payer un peu plus cher, il a des hausses de salaire, mais dans l'ensemble, ça paraît plutôt maîtrisé. Et donc, on pense que finalement Jérôme Powell a raison d'être patient, et je pense que les anticipations de resserrement monétaire et donc ce qu'on appelle le tapering, c'est-à-dire de réduction des achats obligataires, est peut-être un petit peu repoussé. En tout cas, il y a un petit peu moins de pression en septembre pour la Banque centrale américaine. Il faudra quand même qu'elle fasse quelque chose parce que la politique est ultra accommodante et l'économie quand même finalement se porte pas mal. C'est vrai que c'est difficile. Il y a ce diagnostic et un petit peu la question du timing. Quand est-ce que la Fed va réduire la voilure? Alors, pas nécessairement marre de café, mais de combien c'est repoussé? Qu'est-ce qui va peser pour qu'il passe à l'action, Jérôme Powell? Alors, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que l'écart aujourd'hui entre la politique monétaire et la situation économique est énorme. Il n'a jamais été aussi grand. On a une économie américaine qui va avoir une croissance de l'ordre de 6%, plus l'inflation encore, et des taux, si on tient compte des achats, qui sont négatifs. Donc c'est une politique monétaire extraordinairement accommodante. Mais ce que nous dit Jérôme Powell, c'est qu'il est prêt à assumer ceci, parce qu'au fond, resserrer sa politique monétaire trop tôt, c'est risquer de casser cette dynamique de croissance qui est aussi une dynamique de rattrapage, qui n'est pas vraiment un cycle installé. Il y a du rattrapage, ça peut s'arrêter si on resserre trop tôt. Donc il préfère attendre un peu et prendre le risque d'une inflation plus forte. On voit bien qu'il a raison, néanmoins il va falloir qu'il le fasse. Donc on pense que en début d'année, alors ça sera annoncé avant, mais en début d'année 2022, on devrait commencer à avoir une réduction progressive des achats obligataires, mais ça c'est un très léger resserrement. Donc au fond, une politique monétaire américaine qui reste très très accommodante, qui va continuer de pousser la croissance américaine, tant qu'on sent que le contrôle de l'inflation est là, mais c'est bien le cas aujourd'hui. Alors il y a des statistiques, des nouvelles qui nous viennent de Chine, pas très bonnes. Le ralentissement, alors du point de vue de la Chine, quand on est au-dessus de 5%, il faut se mettre un martel en tête en France que oui, pour la Chine, c'est du ralentissement, mais également ce fiasco de ce groupe de promotion immobilière qui pourrait avoir des conséquences terribles sur le marché immobilier. Est-ce qu'il faut vraiment avoir peur? C'est grave, docteur? Alors à court terme, c'est quand même grave.
à moyen terme, nous on pense que la Chine a les épaules suffisamment solides pour passer cette épreuve. Mais enfin, les marchés chinois, hein, ils vivent aujourd'hui, c'est les cercles de l'enfer. Hein. Vous avez d'abord eu une politique monétaire ultra restrictive, beaucoup plus restrictive que ce qui s'est passé dans les précédents cycles, alors même que la croissance était peut-être pas tout à fait encore installée, donc une doctrine qui est très différente de celle de la Banque centrale américaine. On a une salve réglementaire, hein, avec un État qui a décidé de fortement réglementer l'économie, éventuellement même de monter les taxes sous l'idée de la prospérité pour tous, et donc certains géants de l'Internet en sont aujourd'hui meurtris. Et puis, en plus de ça, et bien maintenant, parce qu'il y a eu ce resserrement monétaire et parce que tout ça a créé du ralentissement économique, des promoteurs, et dont le grand promoteur Evergrande, qui aujourd'hui se trouve en difficulté, il va tout simplement être obligé de restructurer sa dette, au mieux, hein, et une dette qui, au total, d'après les analystes, représenterait, alors pas seulement sur les marchés, mais aussi ce qu'ils doivent aussi à certains ménages, hein, qui ont souscrit à leurs produits ou qui ont acheté un appartement, autour de 300 milliards de dollars. Donc c'est quand même très important. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que la Chine a accumulé depuis plusieurs années, depuis de longues années, des excédents commerciaux. La Banque centrale chinoise est extrêmement... les réserves de la Banque centrale chinoise sont énormes. Et donc, nous, on pense que la Chine va être capable de gérer ça, je dirais, dans la douceur, notamment bien en agissant avec des compensations. Mais par contre, comme Evergrande est une entreprise privée, nous, ce que nous pensons, c'est qu'elle risque fort quand même que tout le monde n'en ressortira pas indemne, mais qu'elle va arriver à éviter la contagion. Donc, à court terme, des statistiques économiques qui devraient continuer d'être mauvaises. À moyen terme, je pense que c'est pour le mieux. Et quelles sont vos prévisions de croissance également pour les États-Unis, pour l'Europe à ce stade? Nous, on a révisé à la baisse nos prévisions de croissance aux États-Unis sur des niveaux qui vont être plus proches de 6%. On était plutôt à 6,5%. On a révisé à la hausse nos prévisions de croissance en Europe, parce que si on a eu des statistiques économiques aux États-Unis ces derniers mois qui ont été un petit peu moins bonnes, hein, notamment en raison de ces hausses de prix, hein, la confiance des consommateurs a été érodée, les salaires montent un peu moins vite que les prix quand même, donc ça c'est pas une très bonne nouvelle. En Europe, on a la mise en place progressive des plans de relance européens, et puis les ouvertures se sont faites un petit peu plus tard. On a en plus d'assez bons scores en termes de vaccination, hein, ce qui fait que le variant Delta n'est pas en train aujourd'hui de prendre le pas, c'est plutôt le contraire. Donc dans l'ensemble, plutôt une révision à la hausse. Alors toujours sur des niveaux inférieurs aux États-Unis, mais quand même plutôt bon. Alors pour le coup, avec une banque centrale européenne, qui elle va rester très accommodante. Hein. Le risque inflationniste en Europe est quasi nul. Donc les actions européennes peuvent être assez intéressantes d'ailleurs, hein, parce que la dynamique économique est meilleure, la dynamique monétaire est plus stable. Elle est bonne, et puis les valorisations des actions européennes sont quand même beaucoup moins élevées que celles des actions américaines. C'est ça, vous me facilitez la transition. Je vais vous demander quelle est votre recommandation d'investissement dans ce contexte? Alors nous, sur le contexte global, on pense quand même que, compte tenu du fait que les actions américaines aujourd'hui sont très chères et que la Banque centrale américaine, alors elle va resserrer sa politique monétaire très doucement, mais elle va quand même le faire. On pense que les marchés globaux étant fortement dirigés par les actions américaines, on préfère pour l'instant se mettre en position de neutralité là-dessus. En revanche, on est plutôt surinvesti sur les actions européennes. Alors c'est l'eurozone, j'ai parlé de l'eurozone, mais en Angleterre et en Suisse, on a aussi très bons indicateurs, avec aussi des valeurs, soit des valeurs bancaires, qui sont assez intéressantes parce qu'elles bénéficient de façon assez bonne de cette situation dans le cycle économique. Hein. Au début, c'est les matières premières, ensuite c'est plutôt les bancaires, hein, qui voient la qualité de crédit qui s'améliore et puis leur activité qui augmente, et puis aussi des actions plus défensives comme la santé. Donc des valeurs européennes intéressantes, des valeurs suisses. Si c'est Pictet, fondé à Genève, qui nous le dit, on ne peut que vous croire. Merci beaucoup Frédéric Rollin d'être passé par le studio de TV Finance. On continue notre journal avec une autre interview sur les marchés cette fois. Merci.